Bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective du temps. Notre mission, si on l'accepte, remonter la piste d'un ancêtre en plein 19e siècle. C'est une enquête passionnante qui s'ouvre à nous, et ce petit guide va nous en donner toutes les clés. Voilà la grande question. Comment on s'y prend, concrètement? Eh bien, pas besoin d'être un historien super calé. Avec les bons outils et la bonne méthode, le passé finit toujours par parler. Allez, voyons ensemble comment mener cette belle investigation généalogique. D'accord, alors, on entre dans le vif du sujet. Comme dans toute bonne enquête policière, les premiers indices y sont souvent juste sous notre nez. C'est pourquoi la toute première étape se déroule chez soi, au sein de la famille. L'idée, c'est de commencer par le plus simple. On va discuter avec les anciens, écouter les histoires de famille. C'est là qu'on va dénicher les premiers noms, les dates, les anecdotes. Ensuite, on sort les boîtes de vieilles photos. Et surtout, on les retourne. Le dos d'une photo peut cacher un vrai trésor. Un nom, un lieu, une date. Et bien sûr, on met la main sur tous les papiers de famille, livrets, actes notariés. Ce sont nos premières pièces à conviction. La règle d'or, et ça c'est crucial, on commence toujours par la génération la plus récente pour remonter le temps, méthodiquement. Une fois qu'on a réuni ces premiers indices, l'enquête passe à la vitesse supérieure. Il est temps de se diriger vers la véritable caverne d'Ali Baba du généalogiste, les archives départementales. Le cœur du réacteur, le voilà, l'état civil. Depuis 1792, en France, chaque naissance, chaque mariage, chaque décès est scrupuleusement noté. Et ces documents sont bourrés d'infos précieuses. Les noms complets, bien sûr, mais aussi les professions, les âges et, surtout, le nom des parents. C'est la preuve de la filiation. Et la meilleure nouvelle dans tout ça? La quasi-totalité de ces archives est aujourd'hui numérisée et accessible en ligne gratuitement. Bon, mais comment on fait pour trouver une aiguille dans une botte de foin de plusieurs décennies? C'est là qu'intervient notre meilleur ami, les tables décennales. Quand on ne connaît pas l'année exacte d'un événement, c'est l'outil qui va nous sauver. Elle classe par ordre alphabétique tous les actes sur une période de 10 ans. Plus besoin de feuilleter des centaines de pages, on trouve l'année précise en un clin d'œil. Un gain de temps fou. En fait, ces deux ressources marchent main dans la main. C'est un duo de choc. On se sert des tables décennales comme d'un index géant pour repérer l'année de l'événement. Et une fois qu'on a l'année, on plonge directement dans les registres d'état civil pour trouver l'acte détaillé, la preuve formelle. C'est une mécanique simple, mais redoutablement efficace. Allez, passons à l'analyse de nos trouvailles. Une fois qu'on a localisé nos ancêtres dans les archives, il y a 3 documents qui vont vraiment construire la charpente de notre arbre généalogique. Alors là, attention, c'est peut-être le conseil le plus important. S'il ne fallait chercher qu'un seul document pour commencer, ce serait l'acte de mariage. Pourquoi? Parce que c'est une mine d'informations. Il ne concerne pas une seule personne, mais un couple. Du coup, on y trouve souvent leur date et lieu de naissance respectifs, mais aussi les noms, prénoms et parfois le métier de leurs 4 parents. C'est un véritable carrefour qui connecte 2 familles en un seul document. Donc, quand on a un acte sous les yeux, que ce soit une naissance, un mariage ou un décès, voici les infos qu'on doit absolument noter. Chaque détail compte. Mais, petit avertissement, attention au piège classique des homonymes. 2 personnes qui portent le même nom et le même prénom, qui vivent au même endroit à la même époque, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Il faut donc toujours bien vérifier les autres infos, l'âge, le nom du conjoint, pour être sûr qu'on est sur la bonne piste. Parfois, l'enquête piétine, on se retrouve dans une impasse. C'est le moment de sortir du chapeau quelques techniques un peu plus avancées pour valider une info ou pour ouvrir de nouvelles portes. Voici le b.a.-ba de tout bon chercheur, la vérification. Une histoire de famille, c'est un super point de départ, mais ça reste une hypothèse tant qu'un document ne vient pas la confirmer. Le fait de croiser les sources, de comparer ce qui se dit avec ce qui est écrit, c'est ce qui transforme une simple supposition en fait avéré. Et c'est ce qui rend un arbre généalogique vraiment solide. Et ça, c'est une astuce qu'on a tendance à oublier, mais qui est terriblement puissante. Les témoins qui signent un acte ne sont pas juste des noms sur un papier. Non. Très souvent, ce sont des membres de la famille, un oncle, un beau-frère, un cousin, ou alors des amis très proches, des voisins. Leurs noms sont de tout nouveaux indices à exploiter. La méthode est assez simple en fait. Pour chaque acte, on prend le temps de noter toutes les infos sur les témoins. Leur nom, leur âge, leur métier, où ils habitent. Et ensuite, on part à leur recherche dans les registres. Retrouver l'acte de mariage d'un témoin peut nous révéler un lien de parenté qu'on ignorait. Un témoin qui vient d'un village voisin, c'est peut-être une piste sur l'origine géographique d'un conjoint. Chaque témoin est une nouvelle porte qui s'ouvre. Et voilà, les bases de l'enquête pour retrouver un ancêtre 19e siècle sont posées. On part de ce qu'on a à la maison, on explore les trésors des archives et on exploite chaque indice, même les plus petits comme les témoins. Le puzzle se reconstitue petit à petit.
Mais une enquête généalogique, ça ne s'arrête jamais vraiment. D'autres archives, comme les registres militaires ou les recensements, n'attendent que nous pour livrer leurs secrets. Alors quelle sera la prochaine piste ?